On reprend? On recommence au début alors. Allez, on recommence. Rebonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Rebonjour à tout le monde. Ce soir, exceptionnellement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Fanny de Passion Médiéviste, Bonjour, bonsoir, bon après-midi tout le monde. spécialement pour podcast Discord sous les pods, pardon. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. C'est bien quand on a plein de différentes. Exact. Oui. Et de quoi allons-nous parler ce soir, Guillaume ? Alors, ce soir, on va aller se balader du côté d'une communauté de patriotes grecs sur le mont Athos, donc des moines. Ensuite, on va continuer à se balader, on va voyager même, on va découvrir comment on voyage au Moyen-Âge et pourquoi on voyage au Moyen-Âge. Et on finira par aborder la communauté du libre-esprit. Tout un programme. C'est vraiment un chouette programme. On va apprendre plein de trucs. On va apprendre plein de trucs. Et c'est moi qui commence en vous parlant donc de la République monastique du mont Athos. Eh ben, vas-y, parle-nous des mousquetaires. Alors non, il n'y a pas de mousquetaires, désolé, il y a des moines. Mais petite introduction, ça fait quelques années qu'il y a certains intellectuels qui s'insurgent, on va dire, contre les réunions féministes en non-mixité, hein, parce que quand on les écoute, ça va produire la Troisième Guerre mondiale, la chute de la civilisation ou le retour de l'Antéchrist. Tout à fait. Mais ils oublient un petit peu que les femmes ont été exclues de beaucoup de lieux de pouvoir pendant des millénaires, et que de temps en temps, cette exclusion frise l'absurdité. Ah bon ? Oui, mais par exemple, à la République monastique du mont Athos, alors en grec dans le texte, il paraît que la traduction littérale, c'est « État monastique autonome de la Sainte Montagne ». Le mont Athos, la Sainte Montagne, quoi. Et ben les femmes, dans cet endroit, sont totalement interdites depuis plus de 1000 ans. Et on parle pas du nager dans un amphi de fac, hein. On parle d'une 336 km² de la péninsule de Lactée, qui est au sud-est de la Macédoine grecque. On y arrive par la voie, non ? On peut. En l'occurrence, il faut demander une autorisation pour venir, même si t'es un homme, hein, parce que, attention, on rigole pas. Est-ce qu'il y a une chaise pour vérifier ? Pour vérifier. Et une chaise à trous comme le pape ? On en parlera à la fin, parce qu'ils ont un petit problème en ce moment. Ah. Mais donc, cette péninsule, c'est une bande de terre de 50 km de long sur une dizaine de large. Hein. C'est pas grand-chose, mais bon, dans la mer Égée. Mais alors, pourquoi ? Comment ? Pourquoi est-ce qu'on interdit les femmes à cet endroit-là ? Tout commence au IVe siècle de notre ère, quand des ermites chrétiens viennent s'isoler sur la péninsule. En gros, l'Empire vient de se convertir au christianisme, donc les chrétiens peuvent pratiquer un peu comme ils veulent, et donc il y en a qui décident de devenir ermites. Parce que c'est marrant. C'est un choix de carrière. Voilà. Et c'est pas mal la péninsule là, parce qu'il n'y a rien. Il y a le mont Athos, des montagnes, et quelques communautés pastorales, mais bon, ils sont pas gênants. Au 7e siècle, les ermites, qui sont de plus en plus nombreux, se sont regroupés en communautés monastiques. Et Constantin IV, qui est donc empire byzantin, hein, parce qu'on est au 7e siècle, bon, lui, il est en train de se coltiner les attaques des Arabes au sud, il a des incursions bulgares au nord, donc il a besoin de se mettre un peu bien avec l'Église dans son empire. Et entre autres opérations, il va donner le territoire du mont Athos aux moines qui y sont. Bah, ça mange pas de pain, il n'y a rien. C'est ça lui coûte pas très cher, effectivement, parce que bon, y a des cailloux, il n'y a pas vraiment de ressources naturelles, puis ça n'a pas d'importance stratégique, il n'y a pas de port, bon, ça sert à rien. Imagine, 500 ans plus tard, on trouve du pétrole. Ouais, alors, je pense qu'ils ont cherché un petit peu. Il paraît qu'il y avait un peu de métal, mais il y a longtemps, dans l'Antiquité, ils ont tout enlevé, donc il n'y a plus rien. Bref, au Xe siècle, la dynastie macédonienne, qui règne sur l'Empire byzantin, prend sur elle de protéger la péninsule contre les Arabes, qui sont de nouveau en train d'attaquer. Bon, en même temps, ils viennent du coin, la dynastie macédonienne, donc on peut comprendre qu'ils protègent un petit peu le bled. Et en 963, Athanase l'Atonite, qui est... ouais, c'est ça. Mais donc Athanase, c'est le fils d'un aristocrate byzantin, et puis c'est l'ami de jeunesse de l'empereur Nicéphore II. Tu dois prendre hyper cher à l'école quand tu t'appelles Athanase. Bon, quand tu t'appelles Nicéphore... tu dois gagner plein de points au Scrabble, je pense. Sûrement. Bon, donc il est un peu connecté, Athanase, mais il décide de devenir moine, et il va fonder sur le mont Athos le monastère de la Grande Laure de l'Athos, qui est le premier des gros monastères du coin.
Et en 971, Jean Ier, qui est le successeur de Nicéphore, va doter ce monastère d'une charte. C'est la première fois qu'il y a un monastère qui a une charte sur la... Ah, les chartes. C'est très Voilà. bien. Donc, Très, très bien, pognon, donc installation et interdiction aux bergères du coin de venir. Parce qu'ils commencent à se plaindre un petit peu les moines que les bergères, elles sont là avec leurs moutons et tout, puis elles leur font de l'œil, donc ça les déconcentre. Puis du coup, elles leur disent que c'est le bordel chez eux. Voilà, elles veulent ranger, enfin, ça va plus du tout, quoi. Bien sûr, tout à fait. Alors que Ouais. eux, ils veulent juste être chez eux et jouer aux jeux vidéo, quoi. Voilà, tranquille. À partir de ce moment-là, on va fonder plein d'autres monastères. En un siècle, on va en fonder une quinzaine. Et bon, comme on a un petit peu peur qu'il y ait des mecs qui viennent et puis des femmes qui essayent de les perturber, les monastères, c'est des châteaux forts, en fait. On a appelé cet endroit le Tibet chrétien parce qu'il y en a certains qui sont vraiment en haut de pics rocheux et qui ressemblent un petit peu au monastère de Lhasa, si vous voyez. Aux lamasseries. Aux lamasseries, ouais. Ouais, mais ça fait, tu vois, très château fort à flanc de montagne et tout. C'est assez joli. 15 monastères au XIe siècle et donc en 1045, Constantin IX, beaucoup de Constantin dans l'Empire byzantin. C'est clairement le stock onomastique dans le coin. C'est à la mode, le Constantin. Ouais. Ouais, Je bah, me demande- quand il y en a un qui marche, je comprends qu'on garde le même. Hein. Non, mais ils sont pas mal, hein, Constantin IV et Constantin IX. Il semblerait que ce soit des empereurs un peu efficaces. Je sais pas les autres. Tu parles d'empereur byzantin ? Oui. Bah oui, bah, s'il y en a 2-3 qui sortent du panier, mais le reste, c'est un peu compliqué quand même. Oui, c'est vrai. Toujours est-il, Constantin IX, qui veut se mettre bien avec l'Église, c'est toujours la même histoire, va signer la règle de l'Abaton, qui crée de fait l'état monastique du mont Athos, et qui l'interdit aux femmes. Parce qu'en fait, cette règle, elle est basée sur un récit apocryphe des chrétiens d'Orient, qui veut que, après la mort de Jésus, la Vierge Marie et Jean l'évangéliste, celui qui a écrit l'évangile selon saint Jean, ils veulent rendre une petite visite à Lazare, qui à ce moment-là se trouve À la Chypre. gare. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi, mais il est à Chypre, Lazare, pour évangéliser, on suppose. Bref, ils sont en bateau, Marie et Jean. Une tempête les pousse vers le mont Athos. Et là, Marie trouve que le coin est vachement sympa, que c'est hyper joli. Et donc, elle va demander à Dieu de lui donner en présent. Elle est un peu exigeante, Marie, elle est comme ça. Et Dieu répond tout de suite et donc parle depuis le ciel en lui disant que cet endroit soit ton jardin et ton paradis, ainsi qu'un havre de salut pour ceux qui cherchent à être sauvés. Donc ça marche vraiment, en fait. On peut vraiment demander à Dieu des trucs. Parfois être vierge et s'appeler Marie, quoi. Oui. Jean-Marie, ça passe ? Je sais pas. Il a essayé. Jeanne d'Arc n'est toujours pas revenue, donc je suppose que non. Toujours est-il, de cette petite histoire, les moines en déduisent que le mont Athos est le jardin de la Vierge Marie et que donc aucune autre femme ne doit y rentrer. Et fuck la logique, quoi. Bah non mais attends. Ils préservent le jardin de la Vierge Marie au cas où elle revienne un jour et puis qu'elle trouve que c'est le bordel. Bon, et puis comme ils sont là pour se consacrer à la prière quand même, et qu'ils ont une fâcheuse tendance à se déconcentrer facilement, les moines, dès qu'il y a une bergère qui passe ou un truc comme ça, ils vont s'assurer d'être soumis à aucune forme de tentation. Donc l'Abaton, non seulement ça interdit le mont Athos aux femmes, mais aussi aux enfants mineurs. Pardon, les blagues se font toutes seules. Ouais, non, il n'y a même pas de blague à faire sur celle-là. Aux eunuques, parce que voilà. Aux hommes au visage glabre, qui sont encore trop proches d'une femme, je suppose. C'est beaucoup trop spécifique, en fait, toutes ces interdictions. Grave, c'est pas fini. Et aux animaux femelles, à l'exception des chattes, parce que elles chassent les rats. Il y a aussi une blague à faire quand même, mais bon, elle se fait toute seule. Et des poules, pour avoir des œufs. Les gars s'ennuient, quoi. Les gars s'ennuient. Mais... Je pense qu'il y a vraiment eu un concile à un moment de mecs qui se sont dit bon ok, les mecs, qu'est-ce qui vous excite ? Ouais. La chèvre là, moi non, c'est trop. Moi les mecs au visage glabre, je peux pas. Je vous jure, je peux pas. Pour peu qu'ils soient blonds, moi ça me donne des chaleurs. Et donc depuis 1045, les femmes ne peuvent pas y rentrer d'elles-mêmes. Une seule fois, une femme a été invitée en 1347. C'est Hélène, l'épouse de l'empereur Dusan, qui est empereur des Serbes et des Romains à l'époque. Bon, il se trouve qu'il y a des pirates à côté, c'est un petit peu pour se protéger, mais Dusan, il est protecteur de la péninsule, là, et il a financé un autre monastère. Donc, bon, allez, ok.
Il peut venir avec sa femme. Mais à part ça, jusqu'à la chute de l'Empire byzantin, pas de femmes. Et après, quand la Grèce passe sous contrôle ottoman, les Ottomans laissent le pouvoir un petit peu à l'Église orthodoxe. Donc, l'Église orthodoxe perpétue le truc. La bâton reste en place. J'imagine quand tu dois expliquer ça aux envahisseurs à chaque fois, genre, oui, alors, eux, allez pas les voir. Et Ils sont relous. On fait comme s'ils n'existaient pas. Laissez-les dans leur coin. Juste envoyez pas de chèvres. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment un coin. Hein. Quand tu regardes sur la carte et tout, la Macédoine, il y a 3 petites péninsules qui sortent. Et celle du haut, c'est vraiment le bout du monde à cet endroit-là. Donc l'Empire ottoman, alors, il y a une révolution en 1770, donc il y a des réfugiés. Donc là, les moines, ils disent, bon, allez, d'accord, on va pas regarder si tous les réfugiés sont des hommes, vous pouvez rentrer. Mais vous ressortez vite. Hein. 1821, il y a une guerre d'indépendance en Grèce. Bon, d'accord, il y a de nouveau des réfugiés, donc on laisse venir quelques femmes, mais pas trop, hein, faut pas exagérer. Mais toujours pas de chèvres, en revanche. Ah non, attends. Les réfugiés, ils n'ont pas besoin de chèvres. Déjà, il y a des œufs à l'intérieur, donc ils mangent des œufs. Après, la dictature des colonels... après, on a la Deuxième Guerre mondiale. Bon, pareil, il y a des réfugiés, puis il y a des résistants. Des résistantes aussi, donc allez, ok. Ça passe, mais juste pendant la guerre. Hein, après, vous partez. C'est les seuls moments, ces 3 événements-là, où les moines ont dit, bon, ok, vous pouvez... Il y a quelques femmes qui peuvent rentrer. Il y a un autre moment, en 1924, Marthe Houlier et Hermine de Saussure, qui sont 2 navigatrices françaises, qui sont en train de traverser la mer Égée en voilier, qui sont un peu historiennes aussi, qui sont poussées sur la péninsule par une tempête. On leur dit, bon, vous pouvez passer dans la bibliothèque, mais surtout, vous regardez rien d'autre. Faites pas gaffe aux chèvres, surtout. Oh, puis, ils ont peur, tu vois, les moines, ils ont peur que les femmes leur sautent dessus, quoi, ou un truc comme ça. Je comprends. Les femmes. Ben oui. Les femmes. Et donc ça, c'est les seules instances où des femmes ont eu le droit de rentrer. En 1929 et à la fin des années 30, tu as 2 femmes qui ont un peu joué à Nelly Bly, pour ceux qui écoutent tous les épisodes de La Confiture. Donc, ils se sont infiltrés en se déguisant en hommes. Il y a une Française, Maryse Choisy, qui se serait même coupé les seins pour... Ah oui, je suis déterminé, quoi. Ouais, j'ai pas trop de confirmation. Mais pas que pour ça, quand même. Bah, il paraît. Ouais. Elle a écrit un livre qui s'appelle Un mois chez les hommes, dans lequel elle dit ça. Alors après... Ah ouais, en plus pour un mois, quoi. C'est pas genre pour la vie, quoi. Ah bah non, elle a vite compris que c'est un peu monotone quand même, cette histoire. Et puis elle est journaliste, tu vois, elle veut écrire un truc après. Et à la fin des années 30, c'est Aliki Diplarakou, qui a été Miss Europe en 1930 et qui se dit, allez, je vais tenter le truc. Ah ouais, mais donc là on met du niveau, quoi. On passe de la poule à Miss Europe, quoi. Oui, mais déguisée en homme. Et ça passe. Hein. Après, elle écrira un article dans Time. Mais les mecs, ils se sont rendus compte de rien. Et donc, les femmes sont toujours interdites. Même quand la Grèce est rentrée dans l'Union européenne, la République du Moatos, parce que maintenant c'est une république, c'est une république autonome et qui appartient à la Grèce, mais qui ne paye pas d'impôts. Donc, paradis fiscal. Ouais, super. Ouais, sauf qu'il faut être moine, quoi. Vaut mieux aller à Monaco, quand même. Mais ils font pas partie de l'espace Schengen, par exemple. Et ils n'ont pas eu l'idée d'y tourner des films, genre Monastère pour hommes. Alors, il y a quelques rumeurs qui voudraient qu'il y ait un peu de tourisme homosexuel là-bas, parce que les moines, ils s'ennuient quand même un petit peu. Donc, si vous voulez tenter le coup. Couverture. Sous couverture, oui. En 2003, le Parlement européen a voté une résolution en faveur de l'ouverture du mont Athos aux femmes. Les moines, ils ont dit non, 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 non. En 2008, il y a eu des manifs des mecs du coin à côté. Toujours pas. En 2013, il y a la 10e Assemblée générale du Conseil œcuménique. 350 églises protestantes, anglicanes et orthodoxes qui se réunissent de temps en temps, qui votent un truc, on met fin à toutes les discriminations, maintenant on accepte les femmes partout. Les moines, ils disent non, 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 non. Vous peut-être, nous non. Nous non. Et c'est là où ils vont avoir un problème, c'est qu'en 2017, le Parlement grec a autorisé le changement de sexe à l'état civil pour les personnes trans. Et du coup, les moines, ils ont peur. Parce qu'ils se disent, mais attends, ça se trouve, on va avoir une ancienne femme qui va venir, on sait plus, ils savent plus. Ils ont peur. Ça va faire comme les francs-maçons, en fait. Ouais, exactement.
Bon, en soi, on pourrait se dire qu'on s'en fout de cette péninsule, que les femmes n'aient pas le droit d'y rentrer. Sauf que depuis des siècles, là, il n'y a pas que des moines, en fait. Il y a des personnages importants de l'Église orthodoxe qui y sont passés. Il y a un certain Grégoire Palamas, qui est un théologien du XIVe siècle. Bon, alors là, c'est quand même de la théologie un peu pointue. Mais tu as aussi Saint Sava de Serbie, qui est le père de l'Église orthodoxe serbe. Lui, on peut croire que son action, elle a bien influencé des femmes dans le monde. Il y a un certain nombre de patriarches orthodoxes qui passent par là. Donc, dans cette espèce d'université de l'Église orthodoxe, bah, il n'y a pas de femmes. Et on Mais, fait venir des patriarches qui portent bien leur nom, du coup. ben ouais. Et voilà. Mais ça, les intellectuels, ils s'en foutent. Moi, je propose qu'on envoie quelqu'un sous couverture. Alors, pas moi, parce Moi, que... je propose qu'on les laisse entre mecs et mais que c'est ok, ces mecs veulent rester ensemble, mais qu'ils restent ensemble et on s'en fout. Enfin, il y a un moment. Après, Oui, mais c'est joli. pense à Hein, leur poule. Non, mais qu'ils restent ensemble et tant pis. Enfin, je comprends qu'on veuille essayer de respecter le truc et tout, mais même, on voit, même au Tibet, ils ont ouvert. Enfin, il y a un moment, mais qu'on les laisse ensemble, ces mecs, franchement. Ce qui est un peu dommage, c'est que dans tous ces monastères-là, il y a plein de bibliothèques. Les mecs, ça fait 1000 ans qui sont là-bas. Et qu'ils ont plein de textes anciens, d'icônes sacrées, de reliques. Ça, c'est peut-être un petit peu moins important, mais les historiennes, du coup, ne peuvent pas y aller. Les deux seules qui ont pu y aller, c'est celles de 1924. Oui, là, pour l'étude des textes, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Mais Tu sinon. parles, ça doit être que du porno, en fait. Enfin, non, mais je pense qu'effectivement, ils ont des textes un petit peu anciens et tout ça, mais franchement, voilà, mais c'est. Alors, c'est on a une même pas question envie. dans le chat. Est-ce qu'ils ont un fromage ou un truc comme ça, ou une bière? Bah, ils peuvent pas Spécialité avoir de culinaire. fromage puisqu'ils n'ont pas de femelles. Ils n'ont pas de vache, ils n'ont pas de chèvre, donc ils peuvent pas faire de fromage. Oui, il y a un moment, ça devient difficile. Enfin, à moins qu'ils achètent de lait à l'extérieur, parce qu'ils font quand même du commerce avec... Enfin, du commerce, ils achètent un peu des trucs à l'extérieur, mais... Peut-être des champignons. Ouais, ils ont une spécialité de Des omelettes. champignons. Ils font des Et omelettes. de Ils font des super omelettes. Ok, bah c'était très intéressant, en tout cas, quand même. Bah, moi, j'ai appris des trucs. Mhm. Du coup, ensuite, on voyage, c'est ça? J'ai bien compris? Oui, bah moi je vous propose une petite chronique pour là, donc on était en Grèce, dans un boys club là. Eh bien, je vous propose déjà qu'on se replonge dans le Moyen-Âge, parce qu'avec avec toi déjà, on a fait un petit peu un voyage quasiment de l'Antiquité tardive jusqu'à de nos jours. Donc, je vous propose tous qu'on se replonge dans le Moyen-Âge et nous allons un petit peu voyager donc pour faire le lien jusqu'à ton sujet ensuite pour parler de la France. Parce que donc, parmi les nombreux clichés qu'on a sur le Moyen-Âge, un des plus forts, c'est l'idée d'un Moyen-Âge refermé sur lui-même, hein, où personne ne sort de son village et où règne l'immobilisme total, hein. Je suis sûre qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ont peut-être encore ces idées-là. Eh bien non, parce Le que Moyen-Âge, c'est pas l'Oklahoma, c'est ça? voilà, globalement, c'est ça. Et ça m'énerve quand on dit: «Ah non, non, c'est Moyen Âge». Enfin, quand il y a une situation quelque part qui est pourrie et on dit: «Ah, c'est comme Moyen Âge», mais j'ai envie de leur lancer des patates à ces gens. Dire: «Non, c'est pas ça!» Parce que, dans Passion médiéviste et même donc, dans la vie en général, je fais tout pour lutter contre les clichés sur le Moyen Âge. Donc là, aujourd'hui, dans Discord, sous les pods, dans la confiture, dans ce crossover incroyable, je vous propose de faire le lien entre vos 2 chroniques. De la Grèce au royaume de France, entre l'Occident et l'Orient, entre la terre et la mer, entre les chemins de tous les pays. Et non, je ne vais pas chanter du Enrico Macias, mais c'était pas très loin. Entre Alors, les chèvres et les poules? c'est ça. Donc là, je vais vous parler de comment on voyage au Moyen-Âge. Alors, je dis tout de suite pour les gens dans le chat qui nous suivent en direct, je ne pourrai pas avoir la réponse à toutes vos questions. Vous pouvez essayer de me poser des questions, mais je ne garantis pas d'avoir la réponse à tout. Je vous ai un petit peu brossé un sujet un petit peu général de comment on voyage au Moyen-Âge, qui voyage, pour aller où, pourquoi et comment. Et je vous propose à chaque fois des petits exemples pour voilà, vous brosser un petit peu de tout ça. Donc, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. En général, au Moyen Âge, et donc pour les gens qui ne le savent pas, et il n'y a pas de souci,
Là, Moyen-Âge, je prends vraiment au sens très global, de l'année 500 à l'année 1500. Quand je fais des précisions, donc je le ferai, mais voilà, on va dire, je vais rester un petit peu général. Donc, au Moyen-Âge, la plupart des gens voyagent à pied et les plus aisés ont des montures. Et il faut un petit peu bien se remettre dans le contexte de l'époque, hein, parce que là, 1 kilomètre à pied, c'est long. Ça Parce use. que, Oui, ça use, c'est ça. parce qu'en fait, on peut penser que l'Empire romain avait fait des belles grandes routes bien pavées et tout ça, mais en fait, elles ont un petit peu cessé d'être entretenues pendant le Haut Moyen Âge, donc pendant le début du Moyen Âge. Bon, alors on peut dire oui, on a un cheval, mais alors le cheval, il faut quand même dire que ça coûte, hein, ça coûte cher. Posséder un cheval, c'est quand même un signe de richesse. Et Et puis les ensuite, un cheval, ça assurances. peut tomber malade et ça peut s'abîmer, ça peut avoir une. Donc voilà, donc là, on n'est vraiment pas sur quelque chose de rapide, hein. Au Moyen Âge, on est sur un temps long, sachant que quand même, à partir du XIe siècle, alors je vais faire des petits allers-retours de temps en temps, si Et vous du n'avez coup, pas. quand tu dis le cheval, on utilise d'autres animaux? Il me semble qu'on utilise aussi, bah, tout ce qui est enfin les autres équidés. On a tout ce qui est les mules, les ânes et tout ça. Il me semble que les bœufs, bah, pour tirer, les charrettes, il me semble aussi. Alors du coup, à partir du XIe siècle, ça commence un petit peu à se débloquer parce qu'on a des foires qui se développent et donc les villes un petit peu s'améliorent. J'adore cette période du Moyen Âge quand les villes, évoluent. C'est un de mes je rêve de faire un épisode là-dessus sur, enfin bref, ça c'est encore un autre de mes kinks. Mais donc oui, voilà, Sur le développement de l'Ani et oui, son le développement des villes, enfin, j'adore, c'est un sujet passionnant. Mais pour vous dire vraiment, jusqu'au XIe siècle, par exemple à Lyon, on devait passer le Rhône en barque. Il y avait pas de pont. Donc Ah c'est ouais. quand même, voilà, là, il y a eu une progression au fur et à mesure. Mais donc ça veut dire qu'à cette époque, il faut quand même 2 semaines pour faire environ 500 kilomètres à cheval. Donc pour vous dire, si on veut faire un Paris-Lyon aller-retour, ça prend 1 mois. Et si tu veux, Heu, sur les rivières, à Budapest, ils attendaient que ça gèle pour traverser. ah, eh beh, Et On donc, se tu avais bah les revoit deux dans un armées an. qui se mettaient en face et puis qui attendaient que ça gèle. Et donc là, voilà, pour vous dire déjà un petit peu comment on peut voyager, au Moyen Âge. Alors, qui sont aussi les personnes qui voyagent? Alors, par exemple, je vais vous donner, voilà, plusieurs exemples. Au sein d'un royaume, on peut avoir, les agents du roi qui voyagent pour imposer son pouvoir et ça, on le voit, c'est à partir de la dynastie des Mérovingiens Mhm. et en fait, l'autorité, que ce soit celle du roi ou celle d'un seigneur local, elle doit souvent être réaffirmée sur son domaine et sur les gens, qu'il dirige. Donc, l'exercice du pouvoir implique des voyages fréquents. On doit souvent dire: «Au fait, rappelez-vous, c'est qui le chef? Attention!» Donc le seigneur, qui soit laïque ou religieux, hein, parce que bien sûr on a aussi donc des seigneurs qui sont voilà les évêques et tout ça qui ont des territoires, donc là, laïque ou religieux. Ce seigneur, même qu'il soit donc le plus grand, le plus petit, il se déplace, lui, vous l'avez retenu, à cheval parce que lui, c'est la classe. Et on C'est a riche. beaucoup en fait des documents et des archives aujourd'hui qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur les conditions de voyage de ces grands. Alors vraiment, il y a plein d'illustrations de manuscrits où on voit où c'est représenté. Alors par exemple, et là je vous laisserai aller regarder, il y a un manuscrit qui s'appelle Les Grandes Chroniques de France. C'est un manuscrit sur parchemin du XVe siècle qui est avec les enluminures de Jean Fouquet. Le manuscrit donc est conservé à la Bibliothèque nationale de France. On voit en fait l'arrivée de l'empereur Charles IV à Saint-Denis en 1377. C'est dommage, j'aurais pu préparer l'image pour la mettre dans le chat, mais c'est pas grave, vous irez voir. Et en fait, on voit dans cette arrivée qu'il est dans une chaise, donc enfin une chaise, on va dire c'est une sorte de carrosse, mais qui est portée par 2 chevaux. Bon, alors ce qu'on dit pas, c'est qu'en fait à l'époque, il était super malade, donc Hmm. c'était pour pas montrer qu'il était malade. On dit: «Regardez, non, mais non, il va vachement bien, regardez, il est dans son petit sa grande chaise». Quand ton Mais donc pouce, il bouge, regardez. bah, c'est ça, non mais il était un peu malade en fait et donc adopter des conditions de voyage comme ça un peu prestigieuses, ça permet, d'appuyer la distance sociale, de se différencier du commun des mortels qui est le commun des mortels, il est, obligé, de marcher à pied et donc de se servir que de ses jambes. Mais voilà, les rois eux-mêmes sont très itinérants parce que par exemple, le roi Philippe V le Long, juste en 1319, juste l'année 1319, il a changé de domicile 81 fois. Pour vous dire, le Ah oui, roi, en fait, faisait que bouger. Vraiment, ça a été, il a des miles de dingue. c'est ça. On bouge beaucoup. Mais, les voyages sont souvent un peu longs et difficiles, je vous l'ai dit, parce que les routes sont mal entretenues et souvent en terre battue. Alors, pourquoi est-ce qu'on voyage aussi? On a bien sûr les
pèlerinages. Et oui, les pèlerinages, donc là, c'est toutes sortes de personnes qui peuvent se lancer sur les routes. Parce que déjà, quand on se met en route, dans le cadre d'un pèlerinage, on change de statut social, on devient un étranger. D'ailleurs, dans les textes en latin, on les désigne sous peregrinus. Et là, vraiment, quand on a ce statut de pèlerin, on va changer, donc je vous dis, le statut social par rapport aux autres. Ça veut dire que quand on va arriver quelque part, si on est, parce que voilà, il y a toute une façon de s'habiller pour bien montrer qu'on est pèlerin, bien on va être accueilli différemment dans les villes et tout ça, parce qu'on est en pèlerinage. Et Donc on Pas les est- juste un nobles, migrant, quoi. c'est ça, non, on n'est pas un migrant, on est dans un pèlerinage, on a un but précis, et en plus c'est religieux, donc c'est encore plus cool. Donc les nobles et les princes, ils en profitent souvent pour un peu changer leur quotidien, ils abandonnent leur famille, ils vont découvrir le monde et ils vont mener une vie libre. Donc et vous l'avez retenu, ils sont rarement piétons, donc eux c'est plutôt tranquille pour se balader. On a des hommes et des femmes qui peuvent partir en pèlerinage, voire même ensemble, hein. On voit des enluminures où on voit des hommes et des femmes voyager ensemble. Mais il y a aussi, alors ça par contre, c'est ce qui porte un peu préjudice, il y a aussi les faux pèlerins. C'est un peu des gens qui se déguisent en pèlerins, mais qui en profitent pour faire du pillage. Mm. Et donc, ça fait que malheureusement, il y a une méfiance un peu croissante à l'égard de cette communauté des pèlerins. Alors, la première destination pour les pèlerins occidentaux, donc, ce sont les hauts lieux de la chrétienté. Bah oui, on n'oublie pas qu'au Moyen-Âge, la religion chrétienne, bien sûr, Mhm. et partout, en tout cas, je parle bien sûr de l'Europe occidentale, hein, je suis centrée là-dessus. Donc, quand on va voyager vers les hauts lieux de la chrétienté, et on a bien sûr, alors je vous donne quelques exemples, enfin, les plus gros exemples, on a Rome, hein, paf, Rome. Mhm. Au début du Moyen Âge, enfin à partir du début du Moyen Âge, et à partir du moment où aussi le pape commence à prendre du pouvoir, parce que c'était pas le cas, hein, par exemple sous les Mérovingiens au Moyen Âge, clairement le pape on s'en foutait un peu. Mhm. C'est au bout d'un moment qu'il commence à asseoir son pouvoir et tout ça. Donc Rome devient un lieu de pèlerinage important. On fait la visite des reliques, des martyrs. On a bien sûr Jérusalem. Bon, Donc on Jérusalem, fait la route du Rhum, en fait. c'est ça. Jérusalem, bien sûr, c'est en fonction du contexte des croisades, hein, parce que si le passage est ouvert ou non. Et bien sûr, on a Saint-Jacques de Compostelle, qui est ouvert à partir du 9e siècle, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et ça devient le pèlerinage à faire entre le 11e et le 13e. Et voilà, c'est vraiment the place to be. On a donc C'est le plus facile aussi, parce qu'il y a moins de gare quand même dans ce coin. oui, bon, il y a quand même les Pyrénées. Enfin, il y a quand même pas mal de Oui. chemin à faire, quoi. Mais donc, qui est-ce qui voyage aussi? On a les évêques qui font la tournée de leur diocèse, donc un petit peu comme je disais tout à l'heure sur le pouvoir. On a bien sûr les marchands pour leur travail. On a les nobles qui vont voyager de tournoi en tournoi, par exemple, au 11e et 13e siècle, même si au bout d'un moment, ça va être un peu interdit. Là, si je vous renvoie vers mon épisode sur les tournois de chevalerie. Bien sûr, on a les messagers de toutes sortes. Et là, je vous renvoie encore une fois vers l'épisode 5 de Passion médiéviste, où j'avais fait un épisode sur les messagers de guerre au Moyen-Âge, comment ils faisaient pour passer leur message. J'ai écrit beaucoup plus de choses que ce que je n'ai le temps de le dire, mais je vais quand même vous parler de quelque chose qui est intéressant, le cas des gens du voyage au Moyen-Âge, parce qu'en fait, ces communautés en Occident, c'est pas du tout nouvelle. On a l'impression, enfin, il y a quelques années, on en avait pas mal entendu parler en France et on en entend encore souvent parler, mais vraiment, ces communautés de gens du voyage, c'est pas nouveau, parce que les premières communautés du voyage sont attestées dans certaines chroniques allemandes dès le début du 15e siècle, donc 1400 et quelques. On pense aujourd'hui, on peut remonter leurs origines au nord-ouest du monde indien. On a même des groupes qui proviendraient peut-être du Pakistan et qui auraient quitté le Pakistan quelques siècles avant leurs premières apparitions en Occident. À pied, ça fait long. Hein. Et bah ouais, voilà. Et bah, on a vu tout à l'heure, hein, on n'oublie pas que c'est un mois pour faire Lyon-Paris aller-retour. Mm. Et au cours du XIIIe siècle, on a plusieurs groupes indépendants les uns des autres qui sont mentionnés en Perse, où ils semblent avoir séjourné assez longtemps. Et après, on les a retrouvés en Arménie au début du XIVe siècle, ainsi que dans l'Empire byzantin. Donc, vous voyez, en fait, on peut voyager. Donc, bien sûr, j'ai pas eu le temps, et peut-être pour une prochaine fois, parler de la mer, parce que la mer, on y voyage, hein, que ce soit pour les croisades ou voilà. Mais on s'y risque. La mer, on en a quand même un peu peur et on va les redouter parce que on s'y risque peu. Et bien sûr, on s'y risque pas en mauvaise saison, parce qu'on a déjà vu que, par exemple. Ah, bien sûr, j'ai oublié son nom, mais il y a des rois qui ont repoussé, un roi français qui avait repoussé une invasion de l'Angleterre à cause du mauvais temps, parce que là, on va mourir. Par contre, ceux qu'on a appelés les Vikings, hein, eux, ils ont une vraie culture nautique et ils ont exploré l'Europe à partir du 9e siècle. Et pour finir un petit peu, pour vous dire les cartes qui sont faites au Moyen-Âge,
donne vraiment un aperçu de la vision du monde qu'on a à l'époque. Et si vous avez la chance, enfin si vous pouvez, si vous voulez, je pourrais vous en donner. Mais les récits de voyage, c'est vraiment des sources très précieuses au Moyen Âge pour avoir un petit peu une idée de comment les gens voyageaient au Moyen Âge. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et du coup, les croisades, c'est du voyage ou Euh, c'est plutôt pour le business et donc Il y a de tout, hein. Il y a de tout et vraiment. Et là, il y a aussi dans les récits de voyage, on a aussi pas mal de récits. Voilà, donc là, j'ai parlé que du point de vue occidental, mais du point de vue d'Orient en fait. Par exemple, des géographes musulmans qui sont venus en Espagne pendant à l'Andalous et tout ça, qui racontent leur voyage. Et oui, voilà. Donc j'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Il y a une question dans le chat juste parce Oui. que elle me paraît plus intéressante que juste la blague. Dis-moi. Est-ce qu'on ramène des souvenirs de ces Mais voyages? oui, il y a vraiment pas mal de souvenirs. Notamment, quand je parlais de Saint-Jacques-de-Compostelle, et on ramène la coquille Saint-Jacques. Et même, ça va devenir un des symboles des pèlerins qui vont à Pour faire des Saint-Jacques-de-Compostelle. cendriers. Oui, c'est ça. Et pour vous dire aussi que quand on venait à Paris, quand on venait à Notre-Dame à Paris, bon là c'est le voyage, hein, mais on a retrouvé dans la Seine, quand il y a eu on a dragué un peu la Seine il y a quelques années, on a retrouvé des milliers d'enseignes de pèlerinage, donc en fait des petits objets qu'on venait et que du coup on jetait dans la Seine pour dire voilà j'ai fait mon voyage, et ça on en a retrouvé des milliers, donc signe qu'il y avait vraiment des gens qui venaient de très très loin pour venir faire ça. Oui, ils accrochaient des cadenas sur les ponts. Oui, voilà, tout à fait. C'est un peu l'ancêtre des Et ils cadenas. ramenaient des modèles réduits de Notre-Dame. Mais Bon, oui, bon. donc oui, mais alors, mais même, voilà, dans Super Joute Royale, le format que je fais sur mon podcast, on a même raconté que, alors je sais plus quel roi de France, bien sûr, j'ai oublié, mais à un moment, il va en pèlerinage et il y a un endroit où il y a des reliques sympas d'un saint et il les a piquées. Il dit ouais, alors je vais les prendre celles-là. Hein, merci les gars. Comme ça, en fait, pour lui apporter du prestige dans sa capitale. Donc on peut un peu ramener plein de choses de de croisade. Enfin, Oui, et de bon, sur les de reliques, pèlerinage. c'est pas très grave hein, comme on les fabrique Mais à oui, la pelle. Non, mais c'est aussi que la relique, c'est la boule à neige du roi, quoi. c'est ça. Bon C'est bah un peu ça. Guillaume, je nous ai Ouais, ramenés en France et ouais. alors attention mesdames et messieurs, on va parler des nudistes au Moyen Âge. Alors en fait, pour être un petit peu un petit peu vous raconter un peu les coulisses de comment j'ai écrit cette chronique, il y avait un petit truc qui me turlupinait. C'est que je me suis demandé, en fait, d'où ça vient le verbe turlupiner. Ouh. Et donc j'ai cherché. Et c'est Ouais. comme ça que je suis tombé sur les turlupins. Et les Mhm. turlupins, qu'est-ce que c'est? C'est un courant religieux qui est à peu près dans la lignée des cathares, des vaudois, enfin ce qu'on caractérise d'hérésie dans cette période du Moyen-Âge. Alors, leur philosophie, elle s'inspire un peu de Jean Scott Erigen, un moine irlandais du 9e siècle qui est assez connu, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. On l'a encore vu la semaine Mais dernière. exactement. Mais c'est surtout Joachim de Flore qui a créé Saint-Jean-de-Fleur, par exemple, en Italie. Et une brasserie à Saint-Germain, un peu connue. Oui, exactement. Et lui, il est plutôt au XIIe siècle, et donc ils apparaissent à ce moment-là. Bon, je vais être honnête avec vous, les contours un peu de cette histoire, ils sont un peu flous. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis pas un spécialiste, surtout parce que en fait le terme turlupin, en lui-même, il n'est pas hyper précis. C'est un terme qui regroupe des gens et des mouvements un peu différents. Mais principalement, au sein des turlupins, on va parler beaucoup de la communauté du libre esprit. Mais voilà, c'est des choses un peu fragmentées on va tout regrouper sous l'ombrelle turlupin. Et puis, le sujet, il est un peu flou aussi. Parce qu'en fait, de tous les textes qui parlent d'eux, il n'y en a qu'un qui a été écrit par la communauté du libre esprit. Le reste, ça vient de l'Inquisition. Ah. Et bon, je spoil un peu, mais disons Non. qu'ils n'ont pas un regard hyper objectif. Ah bon? C'est bizarre, C'est ça. fou ça. Alors, les turlupins, c'est avant tout un ordre mendiant. Un ordre mendiant qui fait pas les choses à moitié. Ils veulent tellement la paix dans le monde, mais aussi ils veulent tellement une pauvreté totale qu'ils vont jusqu'à se balader nus dans les rues. Parce que on est complètement pauvre, donc on n'a pas de quoi s'acheter des vêtements. Le vêtement, c'est déjà le consumérisme, donc on est nus. Ok. Ça se Alors, tient. je vois poindre vos interrogations en me disant mais Guillaume, les nudistes, c'est pas les premiers. Alors, c'est gentil de m'interpeller comme ça. Effectivement,
effectivement, depuis l'Antiquité, on montre ses fesses pour la gloire de Dieu. Mais dans l'Antiquité, on va plutôt parler des Adamites. Et les Adamites, eux, ils considèrent la nudité comme un moyen de se rapprocher de la vie dans le jardin d'Éden. Ouais. C'est un peu les Amish de l'époque, quoi. C'est pas faux. Donc, on se rapproche de la vie dans le jardin d'Éden. Bon, le problème, c'est que au jardin d'Éden, on baisse pas. Ouais. Voilà, le pavé dans la mare. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un certain nombre de penseurs chrétiens, on fait pas de boogie-woogie après l'oraison funèbre. Une fois qu'on est au paradis, on s'arrête. Et la plus belle preuve, elle est où ? Elle est dans la Bible. La Bible, elle dit, l'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte. Ah ouais, et connu, mais connu. Ouais, c'est après qu'on interprétera connu comme on donnera au sens de connu celui qu'on veut et qu'on aimerait donner. Mais dans la Bible, il n'y a pas de cochonnerie, on joue pas au Scrabble, voilà, on se croise et paf, t'es enceinte. Quoi. Heureusement que ça a changé depuis, parce que sinon... Bon, parmi les pères de l'Église, t'as quand même Saint-Augustin qui a dit un petit peu un genre de... Mais les gars, vous êtes cons, hein. Bien sûr que oui, à un moment, je vous explique pas comment on fait les bébés, vous avez pas vu de femme depuis 500 ans peut-être, mais bon. En même temps, voilà, on l'a vu, les moines, ils veulent pas voir les femmes, donc... Oui, mais ils voient les poules. Oui, alors... Bon, le clash entre ces penseurs chrétiens, il va être un petit peu réglé par Grégoire de Nice. Grégoire de Nice qui va dire, bon, en fait, une fois au paradis, les hommes, c'est des anges. Et puis les anges, ça sait se tenir. C'est bien connu. Moi, j'ai vu, je suis en train de regarder Lucifer en ce moment, c'est pas trop ça. Hein. Ouais, mais c'est un ange fichu. Il y a une raison pour laquelle on l'a foutu à la porte du paradis, Lucifer. Ouais, c'est ça. Et donc, comme son nom l'indique, dans la communauté du libre esprit, on va tenter de se libérer l'esprit du superflu, des contraintes, pour se consacrer totalement à Dieu. Mm-hmm. Et à ce moment-là, je vais citer le texte qu'on connaît, qui dit « L'âme qui s'est anéantie dans l'amour de Dieu peut accorder à la nature tout ce qu'elle désire, sans éprouver aucun remords. » Donc ça, c'est le Miroir des simples âmes, qui a été écrit par Marguerite de Porrette. Oh. Et c'est vrai, ça. Je veux bien que tu m'envoies le lien de ça. Un texte de femme, c'est rare. C'est assez bien parce que, en fait, les turlupins, ils sont très égalitaristes, on va le voir. Et quand on dit... Une fois qu'on est dans l'amour de Dieu, on peut écouter tous nos désirs, on se doute de là où ça peut mener. Hein. Mm-hmm. Ils sont pas encore au paradis, donc ils peuvent en profiter. Voilà, on n'est pas encore des anges. Mais en gros, pour résumer un peu leur façon de voir les choses, ce qu'ils disent, c'est que Dieu est partout. Et Dieu est en chacun de nous. Mm-hmm. Donc en fait, si moi, j'écoute Dieu qui est en moi, je deviens un peu Dieu. Quoi. Ah ouais. Et donc, les désirs que je ressens, en fait, c'est des désirs divins. Et je peux pas m'y opposer, ce serait s'opposer à la volonté divine. Et paf, je peux reprendre du Nutella. Quoi. C'est d'une logique imparable. On peut même aller un peu plus loin. En fait, si je suis Dieu, moi, j'ai pas besoin d'église. J'ai peut-être même pas besoin d'un Dieu extérieur, puisqu'il est en moi. J'ai pas besoin d'un concept de Dieu, puisque je suis Dieu. Ouais. Et ça veut dire aussi que si moi je suis Dieu, mon voisin, il est Dieu aussi. Mm-hmm. Et ça veut dire un peu que tout le monde est Dieu, finalement. Les hommes, les femmes, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les végétariens. Enfin, les chèvres. Ils auraient dû discuter avec les mecs du Mont Athos, en fait, les turlupins. Ouais, c'est ça. Et on se rend compte que quand on écoute ça, ça devient dangereusement tolérant, tout ça. Ouais, un peu trop, je trouve. Effectivement, c'est une pente un peu glissante. C'est une pente glissante. On commence à plus regarder ses voisins comme des gens étranges et à se dire, tiens, si on leur parlait et si on les considérait. Quand en plus, on sait que c'est des gens qui croient énormément au prosélytisme et au vagabondage, on se retrouve avec un mouvement qui va se répandre en Allemagne. En fait. Pardon ? C'est des hippies. C'est exactement des hippies, ouais. C'est des hippies, on est nus, on baise et on se fait pas chier, on fait la paix, quoi. Okay. C'est un peu les hippies du Moyen-Âge. Donc, ils se répandent de l'Allemagne, Pays-Bas, France. Et donc, par chez nous, on va voir des bandes de gens nus débarquer sur les marchés qui vont mendier à manger, hein, puisqu'on rappelle, ils sont pauvres et c'est un ordre mendiant. Mm-hmm. Mais ils vont aussi sauter sur tout ce qui bouge. Enfin, vous imaginez l'horreur. Oui, là, ça devient compliqué quand même. Faut voir. Il y a pas Pornhub à l'époque. Hein, donc, on est en consentement, voilà. Voilà, ça fait un spectacle. Oui, le consentement avait l'air... Alors, encore une fois, si on écoute l'Inquisition, le consentement avait l'air assez facile. Pour résumer, on a un mouvement religieux qui
un, s'oppose à la morale acceptée à l'époque, au moment de l'Inquisition. 2, dit que, en fait, on n'a pas vraiment besoin d'église. 3, insiste sur le fait que pour être proche de Dieu, il faut plutôt être pauvre, alors que, bon, l'église, à ce moment-là, c'est plutôt des calices en or et des chaussons en satin. Ouais. Et 4, qui prône la paix. À un moment, on est entre le 12e et le 14e, où on est dans une époque qui est sacrément guerrière. Oui. Du coup, il faut pas vraiment s'étonner si l'église va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ouais, mais ils sont rabat-joie, les inquisiteurs. La première condamnation de l'église, c'est 1204. Le premier brûlé, 1209. Ils n'ont pas perdu de temps, les gars. Voilà, non, on y va franco. La répression va augmenter, va aller crescendo, va devenir de plus en plus sévère. Notre amie Marguerite de Porrette, qui a écrit Le Miroir des simples âmes, 1310, hop, bûcher. Voilà. Et en 1317, on va même interdire leur formule, qui est du pain pour l'amour de Dieu. Leur formule pour mendier. Genre, t'as plus le droit de dire ça. Non, la formule est interdite par l'Église. Sinon, hop, Sinon- bûcher, quoi. Ok. J'ai l'impression que c'est le prêtre dans Camelot. Hop, bûcher, non, moindre truc, non, bûcher. C'est ça, You said Jehovah. En France, l'apogée du mouvement va être porté par encore une femme qui s'appelle Jeanne d'Aubenton Yes. et qui est mentionnée dans les chroniques dès 1357. Donc on est vraiment guerre de 100 ans. Bon, on la brûle en 1372. Après quand même, avoir... attends. Oui, bon, après, on a juste avant torturé son mari, dont on a mis le corps dans un tonneau. Alors, j'ai pas vraiment compris pourquoi, mais voilà, c'est l'Inquisition, on a les kinks. On laisse les gens imaginer. Voilà. À partir de là, le mouvement va s'étioler, on va commencer à se rhabiller un peu, mais on va rester dans la misère. Apparemment, à l'époque, enfant de turlupin, c'est une insulte. Donc, voilà, fils de turlupin, enfin, c'est un peu tombé en désuétude, malheureusement. Et Non, du mais côté... à utiliser chez vous, clairement. C'est ça. C'est ça, dans vos peu, jeux oratoires. Ça fait un peu insulte à la Macron, tu vois. Foot de perlimpinpin, fils de turlupin. Alors, du côté de l'église, on a bien bossé. Hein. Alors, comment on a bien bossé, on va aller voir le frère Jacques Mort, qui est l'inquisiteur du royaume de France, et on va lui donner beaucoup d'argent. Le 2 février 1373, je cite, en récompense des peines, mission dépend qu'il eût souffert et soutenu en faisant la poursuite contre les turlupins. T'as bien bossé, t'as un bonus. Quoi. Hop. Donc lui, clairement pas un moine pauvre, quoi, mendiant. Ouais, c'est pas le même délire. Les turlupins vont quand même continuer un petit peu hors de France à se répandre. Ils vont se faire chasser aussi des Pays-Bas. Parce qu'à un moment, la réforme, tout ça, c'est bien gentil, mais bon, on va être un peu rigoriste. Ils vont aller vers la Bohème. Autour de 1520, on va les retrouver en Bohème. C'est à la même époque où on a les communautés anabaptistes dont on a parlé, les communautés collectivistes. Là, ils vont être rejoints encore par des courants adamites, donc qui, eux, datent de l'Antiquité. Hein. Donc la Bohème, c'est le paradis des nudistes à l'époque. C'est ce que dit la chanson, je veux dire. Redis à quelle époque ? 1520. Ok. Et un peu plus tard, on va retrouver une autre communauté nudiste qui va être fondée en Prusse plutôt vers 1740, qui s'appelle les Doukhobors, qui s'appellent donc les lutteurs de l'esprit, qui ressemblent un peu. Et eux, il reste environ 7500 Doukhobors au Canada aujourd'hui. Alors, l'histoire religieuse des Doukhobors, j'ai pas tout compris. Il y a des schismes dans tous les sens. Donc, si ça vous intéresse, renseignez-vous. Si ça vous intéresse, j'ai compris. Alors, j'ai pas eu le temps de voir le film, mais je crois qu'en 82, on a fait un film qui leur était consacré. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé un film qui s'appelle Mon curé chez les nudistes. Donc, ça a sûrement quelque chose à voir. Ça doit être ça. Ils ont quand même choisi des régions où il fait un peu froid pour se balader à poil. Bon, la Bohème en été, c'est bien. Ouais, bon, Ouais, le Canada, il... Ouais, le Canada, les Pays-Bas, c'est pas non plus... c'est pas le Cap d'Agde, quoi. Oui, c'est vrai. Après, de toute façon, quand t'es dans l'amour de Dieu, il n'y a rien qui peut t'arriver. On est d'accord. Bah oui, forcément. Alors du coup, pour revenir à notre question, là, la vraie question centrale, l'étymologie. Pourquoi est-ce qu'on parle de turlupin ? C'est a priori parce qu'il vagabondait là où on trouvait des loups. En plus. Pardon ? Bah oui, parce que dans turlupin, il y a lupin. Donc non seulement ils prennent des régions où il fait froid, mais en plus il y a des loups et ils sont à poil. Eh ben, il y a un moment, il faut assumer. Hein.
C'est pas faux. Mais peut-être que le loup s'est dit ah non c'est bon celui-là il est à poil, on va pas le bouffer. Celui-là, il a vraiment l'air trop bizarre. Et donc, grâce à la confiture et grâce à Podcastéo, la prochaine fois que vous serez dans un salon et que vous entendrez parler du verbe turlupiner, vous pourrez répondre avec confiance. Moi je sais d'où ça vient. Ça vient d'Henri Legrand, qui est un acteur de farce du XVIIIe siècle et qui avait pour surnom sur scène Turlupin. Et donc rien à voir avec les nudistes là. Rien à voir. Alors peut-être qu'Henri Legrand a choisi son nom de scène en faisant référence à ça, mais on est 400 ans plus tard. Et Legrand, parce que c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être qu'il était un peu nudiste et Legrand c'est une référence à son anatomie. Mais surtout maintenant, vous allez pouvoir placer en soirée que, tu sais, au XVe siècle, à la Bohème, c'était vraiment the place to be pour être nudiste. Hein. C'est ça. Et Ça, il fallait ouais. faire gaffe à pas se faire sauter dessus quand tu faisais ton marché. Quoi. Et donc Henri Legrand, il avait aussi le nom de scène de Belleville quand il faisait des scènes sérieuses. D'accord. Ah d'accord, donc Henri Legrand c'est quand il fait du stand-up et Belleville c'est quand il C'est joue ça, Molière. Turlupin, c'est quand il est quand il fait son stand-up, exactement. Eh ben bravo, c'était super intéressant. J'ai appris plein de choses. Voilà, on a appris plein de trucs. Il nous reste qu'à vous encourager à continuer à apprendre plein de trucs. Apprendre des trucs sur le Moyen-Âge grâce à Fanny. Oui, ben oui, retrouvez-moi dans mon podcast Passion médiéviste. Alors, j'ai aucune idée de quand est-ce que va sortir cet épisode, les garçons, à votre avis? Vous savez ou pas encore? Je pense, a priori, vendredi prochain. Je crois. D'accord, donc j'aurais sorti un épisode sur les portes des châteaux forts et surtout, je vais sortir là, fin novembre, une interview d'un maître d'armes qui a étudié les armes médiévales, qui en fabrique et qui se bat avec. Il est génial, donc je pense que ça va vous intéresser. Ouais, ça doit être passionnant. Ça, il y en a plein sur Twitter, des mecs qui arrêtent pas de poster des vidéos de ça, qui fabriquent leurs propres armes. Moi, ça me passionne. Et ben lui, en fait, c'est qu'il en parle peu. En fait, il fait très peu de diffusion, mais il est super intéressant. Donc, je suis très contente de l'avoir eu. Moi, je parie 2 € sur le fait qu'il est rôliste. Peut-être. Et donc, vous pouvez retrouver Passion médiéviste sur Twitter, Facebook, Instagram. Il me semble que la confiture, est-ce qu'on vous retrouve sur tous les réseaux aussi? Tous. Exactement. Yes. Exactement. On nous retrouve donc sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Alors nous, on est prioritairement sur Twitter, hein. Et on sort un épisode, tous les 2 semaines. Et Généralement. on essaye à chaque fois d'apprendre des trucs. Voilà. Ok. Et on Et il me semble juste avant de partir que vous faites partie d'un super label, non? C'est ça? Exactement. On fait partie du label Podcut, un autre label où on a plein de gens qui partagent des passions très éclectiques et donc vous pouvez apprendre plein de trucs sur des auteurs qui font peur, sur la bière, sur le vin, sur le whisky. Il me semble qu'on va en parler bientôt. Et sur la Corée, sur plein de passions. sur le Moyen-Orient. Et moi, je fais aussi chez Podcut, j'ai un podcast qui s'appelle Multimorphose qui change de forme et de sujet à chaque épisode. Donc, si un jour vous voulez faire un petit crossover aussi avec Multimorphose, un truc qui est totalement foufou, n'hésitez pas. Et on en parle sur Discord parce qu'on est aussi sur Discord. On est sur tellement de trucs que je m'y perds. Merci beaucoup. Merci à vous.